Bonjour, Hubert Hubertas, à mes côtés Dan Israël, pour le 33e numéro d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Cette semaine, autopsie d'un échec, un échec dont a parlé Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, en accusant le MEDEF, l'échec du pacte de responsabilité, c'est-à-dire du cœur même de la politique voulue par le président de la République, François Hollande. Pour en parler, notre invité, bonjour, Valérie Rabault. Bonjour. Vous êtes députée du Tarn-et-Garonne, vous êtes rapporteur du budget à l'Assemblée nationale. Signe particulier, vous êtes économiste et avant d'entrer en politique, avant d'être député, vous avez longtemps travaillé dans la banque, comme Emmanuel Macron. Pas dans la même. Pas dans la même. On ne va pas s'y attarder. Donc, et on va s'attarder sur la première déclaration, la déclaration d'Emmanuel Macron ce mardi. Alors quand vous l'avez entendu, vous avez entendu ce ministre emblématique admettre que le pacte de responsabilité était un échec, même si cet échec devait être attribué à Pierre Gattaz et au MEDEF en général. Est-ce que ça ne vous a pas mis en colère? Parce qu'après tout, vous-même, en juin dernier, dans un rapport, vous avez souligné que d'ici à 2017, ce pacte de responsabilité à 40 milliards, tout de même, 41, eh bien, détruirait plus d'emplois qu'il n'en créerait. Alors, bon, j'étais un peu surprise du mot parce qu'effectivement, quand on est ministre, on est l'acteur, Emmanuel Macron est au cœur et je crois qu'il se démène beaucoup, on est l'acteur pour faire en sorte que ce pacte fonctionne. Il y a des choses qui fonctionnent, il y en a qui n'ont pas quand même totalement commencé à se mettre en œuvre et c'est bien le problème sur le pacte de responsabilité. Quand on dit un pacte, c'est qu'on est au moins deux, c'est-à-dire... là, on est plus, mais il y a les partenaires sociaux, il y a bien entendu les représentants du monde patronal, et puis il y a l'État. Et quand on dit l'État, ce sont tous les Français. Parce que quand on donne un soutien aux entreprises, qui payent à la fin, ce sont les Français. Donc la nation entière fait un très gros effort, qui est demandé à l'ensemble des Français, et je crois qu'il faudrait que le monde patronal l'entende. Mais ce qui est très clair, c'est que si quelque chose fonctionne, c'est les 40 milliards, c'est l'effort des Français. Et ce qui ne fonctionne pas, c'est... Ce que je vous dis, c'est que dans un pacte, on est plusieurs à devoir intervenir. Les Français ont joué le jeu. Maintenant, j'attends que le monde patronal joue aussi le jeu. Et même si le monde patronal joue le jeu, est-ce que ça suffira? Puisque dans votre rapport de juin, où vous triturez un peu les chiffres et vous regardez ce que ça pourrait donner, en gros, vous dites que ces économies vont détruire 250 000 emplois, possiblement d'ici 2017, alors que le gouvernement, au mieux, espère en créer 190 000, enfin moins de 200 000. Donc, selon vos calculs, c'est un pacte qui sera destructeur. Non, il y a deux choses. Le pacte en soi, puisqu'on donne une bouffée d'air aux entreprises, crée de l'emploi, à terme, et de la croissance. Mais son financement, ces mécaniques en détruit. Quand vous dites, par exemple, vous avez 3 structures qui font la même chose, vous dites, je vais en fermer 2. Mathématiquement, mécaniquement, ça détruit l'emploi. Il s'agit que ces emplois puissent rebondir et recréer ailleurs de la valeur et de l'emploi. Donc du coup, on est vraiment dans une logique assez minutieuse et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'était un peu le message que j'indiquais dans le rapport. Le message qui a été entendu depuis cet été? Alors je ne sais pas s'il a été entendu, on verra. Moi, ce que je constate, c'est qu'en Europe, il n'y a pas que la France, mais la France est aussi concernée. En Europe, on investit, par exemple dans la zone euro, à peu près 2 000 milliards d'euros par an, c'est-à-dire le PIB de la France. Des économistes, pas moi, les économistes, ont estimé qu'il manquait 260 milliards d'investissements par an. Et quand on arrête d'investir, c'est un peu comme quand on est sur un vélo, si on arrête de pédaler, on tombe. Si on arrête d'investir, on tombe. C'est notre économie qui peut tomber. Et donc, ce volet-là, il est crucial. Donc, quand on dit on fait un pacte de responsabilité qui met 40 milliards d'euros, payés par les Français, encore une fois, payés par les Français pour soutenir, pour donner cette capacité d'investir aux entreprises, il faut que là-dessus, elles jouent le jeu. Et il ne peut pas y avoir, on ne peut pas tergiverser. Quand vous dites j'attends, vous n'êtes pas vous aussi, ou vous faites mine d'être dans l'angélisme le plus total, parce que non seulement il n'y a pas les contreparties ne viennent pas, mais en plus il y a des manifestations de chefs d'entreprise, et en plus il y a un certain nombre de demandes, on va en parler au cours de cette émission, donc non seulement la contrepartie ne vient pas, mais il y a de la surenchère. Je regrette cette surenchère. Franchement, jamais un effort d'une telle ampleur n'a été réalisé dans notre pays. Et quand je dis c'est un effort, ce sont les Français qui, d'une façon ou d'une autre, le payent, le financent.
Donc il faut aussi que ce message-là soit entendu, et entendu très sérieusement. Moi, c'est ce que j'ai dit aux représentants patronaux qui viennent me voir assez régulièrement. Je leur martèle ce message-là. Parce qu'à un moment donné, les Français pourraient ne plus vouloir soutenir. Et vous? L'année dernière, sur notre première émission d'Objection, on recevait Christian Eckert, qui était votre prédécesseur. Voilà, il était rapporteur du budget. Ministre du budget. Et puis il est devenu ministre du budget. Et il nous disait très clairement que le pacte, ça ne lui plaisait pas, et qu'il allait falloir voir. D'ailleurs, il avait signé un texte, et puis il avait eu cette phrase, je vous la cite, « Ce qu'une loi peut faire, une loi peut le défaire ». Si ça ne marche pas, quand est-ce que vous allez faire cette loi qui va défaire le pacte? C'est pas le tout d'avoir des regrets. Non, mais c'est pas une histoire d'avoir des regrets ou pas. En économie, les choses se font pas en claquant des doigts. Donc les entreprises, au mois d'avril, ont perçu l'argent du CICE. C'était il y a 6 mois. Ces entreprises, certaines, ont véritablement joué le jeu en renouvelant un appareil de production. On a par exemple du retard dans la robotique par rapport à un certain nombre de pays qui fait que sur des produits qu'on fabrique, on les fait plus cher, on les fabrique plus cher parce qu'on a une méthode de fabrication qui est peut-être moins moderne que d'autres. Bon. Donc, on ne peut pas parler d'échec maintenant. Ce qu'il faut, c'est qu'on commence... C'est Emmanuel Macron qui en parle. Mais Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron, et moi, c'est moi. Sur ce sujet-là, on ne peut pas parler d'échec maintenant. On regarde, et on le suit de très très près, ça je peux vous assurer que les montants, ce qui en est fait, on le regarde de très très près, mais je souhaiterais qu'effectivement, quand je vois que jeudi, il va y avoir des manifestations ou des rencontres du MEDEF, j'aimerais que ce point-là soit clairement évoqué. Il n'y a jamais eu un tel effort qui a été engagé vis-à-vis des entreprises. Je ne dis pas qu'elles n'en ont pas besoin, je vous ai dit au départ qu'on manquait d'investissement en France. Mais ça, mais je pense qu'effectivement, il faut que sur ce point-là, elles jouent le jeu. Deuxième volet aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est l'investissement public. Moi, je n'oppose jamais les deux. Je dis juste qu'un investissement à 5 ans, des investisseurs privés peuvent parfaitement le faire. Quand on va sur du 15, 20, 30, 40, 50 ans, il faut que ce soit la puissance publique qui monte au créneau. Donc sur ce volet-là, j'avais déposé un amendement pour soutenir l'investissement des collectivités locales. On verra ce qui va devenir en deuxième lecture. Elles sont garottées, les collectivités locales. Elles sont un peu garottées. Pour pouvoir payer le pacte de responsabilité. Elles sont, oui, c'est exactement cette équation-là. Et justement, vous dites que vous avez déposé un amendement. Il y a la question qui se pose de votre marge de manœuvre. Vous dites que vous n'êtes pas Emmanuel Macron, c'est certain. Votre prédécesseur avait aussi une certaine liberté de discours. Il est devenu ministre et il a une moins grande liberté de discours. Je crois que vous étiez pressenti pour entrer au gouvernement, que vous avez refusé notamment parce que vous ne saviez pas quelles seraient vos marges de manœuvre. Est-ce qu'en tant que rapporteur général du budget, vous avez ces marges de manœuvre? Finalement, qu'est-ce que c'est votre travail? On a de petites marges de manœuvre. Pas de grandes marges de manœuvre, mais on a de petites marges de manœuvre. Par exemple, quand on a fait au mois d'avril une contre-proposition pour éviter que les plus petites retraites soient gelées, voilà, on a mis une contre-proposition sur la table, ce qui permet une discussion. Là, il y a d'autres sujets qui sont peut-être moins médiatiques, notamment sur les chambres de commerce et d'industrie, les CCI, sur lesquelles on travaille sur la répartition. Moi, j'ai fait une proposition que j'ai envoyée au gouvernement. Donc, ça fait partie de la discussion qu'on peut avoir avec le gouvernement. Maintenant, si vous me demandez si j'ai une grande marge de manœuvre, la réponse est non. Je comprends. Il y a quelque chose que vous avez le droit de faire en tant que rapporteur du budget, que vous avez fait d'ailleurs, c'est aller chercher des informations et des chiffres directement à Bercy, pour dire les choses. Donc pour votre rapport sur le pacte de responsabilité, vous êtes allé frapper à la porte de Bercy, du ministère, en disant j'ai besoin des chiffres, donnez-les-moi. Je crois savoir que ça a fait un peu de bruit, qu'il y a eu un certain émoi. Je crois savoir aussi. Voilà. Est-ce que vous allez le refaire? Est-ce que c'était utile? Est-ce que c'est une des armes déjà, que vous avez pour... je considère qu'en démocratie, quand on est élu, il faut utiliser tous les pouvoirs que la démocratie nous donne. Et avec le président de la commission des finances et moi-même, nous disposons des pouvoirs d'aller chercher toutes les données que nous souhaitons à Bercy et le secret fiscal ne peut pas nous être opposé. Sur ce point-là, quand je suis allée faire ma petite recherche de données à Bercy, donc de manière effectivement à l'improviste, j'ai indiqué que je n'irais pas chercher de données personnelles. Je considère qu'il y a la justice qui est là, l'administration, les données personnelles des gens. Après, sur le reste, je m'autorise tout. Donc je suis très claire, j'y suis allée avec ma petite clé USB, j'y suis restée 1h30, et si nécessaire, je le referai. Je crois qu'on nous reproche, à nous responsables politiques, les Français, d'être impuissants face au monde économique. Donc si on n'utilise pas tous les pouvoirs dont on dispose, je considère que c'est une faute démocratique.
Et personnellement, je continuerai à les utiliser. J'ai fait plusieurs demandes. Dans certains amendements qui sont débattus en ce moment à l'Assemblée nationale, j'ai fait une demande de levée fiscale, de levée du secret fiscal sur un certain nombre d'entreprises. Donc bien entendu, le secret fiscal reste, je ne le publie pas. Pour toutes les données qui sont des données consolidées, je les publie. Et c'est ce qui a été le cas de cette étude, qui effectivement, sans doute, serait peut-être restée dans les cartons. Compte tenu de ce que vous dites, des réserves que vous émettez, des réserves qu'on entend, parce qu'on a invité d'autres responsables socialistes qui peuvent aussi avoir des réserves, est-ce qu'il est concevable qu'à un moment, si notamment le MEDEF n'assouplissait pas sa position, si rien ne venait, est-ce qu'il est pensable que vous finissiez par dire non? Et à quelle échéance et quelle serait la forme de ce non? Moi, je ne suis pas Madame Soleil, je ne lis pas dans ma boule de cristal pour savoir de quoi l'avenir sera fait. Ce que je sais, c'est qu'il y a des négociations. C'est-à-dire qu'on rencontre les partenaires sociaux. Quand je dis on, c'est l'ensemble, enfin c'est les députés. On rencontre bien entendu les différentes organisations patronales. C'est un message qu'on martèle. Moi, j'entends bien tout ce qui est sur les problématiques de simplification pour les PME. Quand vous avez des PME qui voient défiler chez elles, qui ont d'abord un contrôle URSSAF, puis un contrôle de la DGFiP, etc., vous avez un dirigeant d'entreprise qui compte 12 salariés. Je crois que, en tout cas, c'est dans un livre que j'ai coécrit avec Karine Berger, on disait il faut que qu'il n'y ait pas 6 mois de contrôle qui soit fait dans une entreprise, c'est pas possible. Quand il y a des problématiques de simplification, notamment sur les calculs de CFE, toutes ces taxes locales qui ont 3 méthodes de calcul selon que vous êtes industriel, pas industriel, etc., tout ça, je l'entends. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise d'une PME ne peut pas passer des heures et des heures à éplucher sa comptabilité, répondre de manière la plus pertinente possible. Donc vous manifestez votre ouverture, votre bonne volonté. Je l'entends. Et si vous n'entendez rien en face, est-ce que oui ou non, il est pensable que vous disiez ça suffit, on ne peut pas aller plus loin? Tout est possible. Tout est possible. Comme l'a dit Christian Eckert, puisque vous le citiez tout à l'heure. Oui, mais lui, il est ministre et c'est pas possible maintenant. Vous reconnaissez quand même, c'est ce qu'on vous reproche. C'est au fond, on entend beaucoup, ça nous remonte beaucoup. C'est qu'au Parti socialiste, on entend votre discours, mais on a surtout l'impression que vous avez une capacité à avaler les couleuvres qui est sans fin. Moi, je milite pour qu'il y ait un vote sur tous ces sujets-là. Que la position du Parti socialiste soit connue, dans le détail. Il n'y a rien de déshonorant. Quand Matteo Renzi fait voter des réformes, il va ferrailler 8 heures devant son parti, c'était le 29 septembre dernier, où il obtient un vote qu'après il fait passer au Parlement. Donc je souhaite que sur ces questions-là, qui n'étaient pas dans le programme en 2012, qui sont nécessaires, encore une fois, on est dans une situation où si on arrête d'investir, quand je dis on, c'est à la fois les entreprises et la puissance publique, on va tomber, on va entrer dans la déflation. La déflation, c'est un mal qui est pire que tout. C'est un mal qui fait que quand vous y êtes, vous ne savez pas en sortir. Donc le meilleur remède, c'est de ne pas y entrer. Donc je milite, je fais partie de ceux qui militent pour qu'effectivement cet investissement puisse être relancé. Mais il ne peut pas être relancé avec un chèque en blanc. Donc ça, c'est très clair. Et ce sera évidemment l'ensemble des questions. Vous voulez le trancher au Congrès? Que ce sera tranché au Congrès, ce qui me paraît important. Et que sur cette ligne-là, je crois que le Parti socialiste pourra faire entendre sa voix de manière plus forte. Maintenant, vous me dites le pacte de responsabilité sera un échec. Moi, je ne peux pas présager. 6 mois, une fois que les entreprises ont perçu leur argent, c'était il y a 6 mois, on ne peut pas dire c'est un échec. Il faut quand même être un tout petit peu réaliste. Certaines d'abord n'y ont pas cru, il ne faut quand même pas se mentir. Certaines n'y ont pas cru, elles ont vu arriver l'argent dans leur caisse. Et il faut vraiment qu'il puisse y avoir le déclic. J'observe aussi que certaines, parce que dans le CICE, il y a le mot emploi quand même, l'ont utilisé pour, parce qu'elles avaient des carnets de commandes qui baissaient, ne pas licencier. Donc encore une fois, tout ceci doit être mis bout à bout, et ce n'est pas au bout de 3 mois ou de 6 mois qu'on peut tirer un bilan. Okay. Mais ça ne veut pas dire que dans le rapport de force et dans les négociations, il faut lâcher prise. Bien au contraire. Vous parliez du Congrès et de rapport de force. Quelle est votre position à vous dans le Parti socialiste? Vous avez créé un collectif de députés avec Karine Berger, Yann Gallu, Colette Capdevielle. Et Alexis Bachelet. Et Alexis Bachelet, absolument, qui s'appelle Cohérence socialiste. Oui. Alors, je ne sais pas comment on peut décrire votre ligne, votre pensée au sein du gouvernement, avec ses rapports avec François Hollande. Je ne sais pas quel est votre but. Au centre du Parti socialiste. D'accord. Mais encore le centre, par définition mathématique, c'est à équidistance
À la gauche de la droite, à la droite de la gauche. Voilà, c'est le travail des éditions. On est entre voilà, les frondeurs font entendre une voix, mais pour l'heure, la difficulté, c'est très bien, on dit on ne vote pas à l'Assemblée, et alors qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut, c'est faire progresser, je crois, véritablement les débats et qu'on puisse se retrouver. Et pour ce qui pourrait être considéré comme plus à la droite du Parti socialiste, encore une fois, je crois que sur des sujets essentiels comme cela, il n'y a aucun déshonneur. François Mitterrand faisait voter dans le Parti socialiste, Matteo Renzi, aujourd'hui, fait voter devant son propre parti. Je crois que c'est l'essence même de la démocratie, qu'on puisse avoir une ligne claire. D'accord. Et une fois qu'elle est actée, elle est actée. Juste, vous irez jusqu'au dépôt d'une motion pour le On va aller, on fait étape par étape. Il y aura une contribution générale. Je vais revenir à la capacité de décision que pourrait avoir le gouvernement, le pouvoir, votre capacité pour éventuellement faire évoluer la politique. Mais est-ce que ça suivrait? Ça mettrait combien de temps? Parce qu'il y a un élément qui vous agace beaucoup, c'est la technostructure de Bercy. Vous vous êtes exprimé sur ce sujet avec le sentiment que quand des décisions sont prises, ce n'est pas le lendemain qu'elles peuvent être mises en application, si toutefois elles le sont. Alors, je ne sais pas si je suis énervée contre ce que vous appelez la technostructure de Bercy. Je constate juste qu'en démocratie, on ne peut pas faire un budget en disant ça rapporte X milliards et voilà. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Toujours. Donc il faut savoir qui paye, combien, ou alors à qui ça rapporte. Et je pense que si ce débat démocratique-là n'est pas posé sur la table, j'ai même été plus loin, on dit on ne peut pas le voter de telle mesure. Donc je l'ai appliqué. D'ailleurs, vous verrez, dans les rapports que j'ai écrits depuis que je suis en poste, c'est une constante chez moi. On ne peut pas faire l'impasse de savoir qui paye. Parce que c'est très bien de vouloir faire un budget avec une belle équation, X milliards, Z milliards, etc. etc. C'est pas comme ça que ça marche la démocratie. Le consentement à l'impôt, c'est une vraie valeur. Donc si on le perd parce qu'on fait juste des additions de milliards, à mon avis, c'est pas très bon pour notre démocratie. Donc ce point-là, et vous verrez que même dans les débats qui ont encore lieu hier soir, je le martèle et je le martèlerai jusqu'au bout. Une autre technostructure entre le débat politique, c'est la technostructure européenne. Et avec ses directives, avec ses commissions, avec ses commissaires, et parmi eux, une figure bien connue en France. Et comme l'a dit Jean-Claude Juncker, et je partage totalement ce sentiment, notre commission, c'est la commission de la dernière chance. Pourquoi? Parce que nous avons le sentiment de l'urgence, le sentiment qu'il n'y a absolument aucun temps à perdre si on veut redonner de l'espoir à nos citoyens. Il y a un sentiment de déception par rapport au projet européen, un éloignement chez beaucoup, notamment chez les plus jeunes, le sentiment que l'Europe est devenue une contrainte, une punition, qu'elle n'est plus un espoir ou une solution. Et c'est ça que nous avons le devoir collectif de renverser. Valérie Rabault, Pierre Moscovici, l'ancien ministre de l'économie qui devient maintenant commissaire et qui va être chargé de faire les gros yeux à la France parce qu'elle applique au fond une politique que lui-même a appliquée. Est-ce que tout ça est bien sérieux dans les yeux du grand public? C'est vrai que le grand public peut avoir l'impression qu'on s'y perd un peu dans tous ces méandres et peut-être les changements de poste. Mais non, moi je crois que Pierre Moscovici est vraiment un Européen convaincu. Quand il dit c'est la commission de la dernière chance, j'espère qu'il se trompe. J'espère qu'au contraire, cette commission va être capable de prendre le relais politique, c'est-à-dire ne pas faire que du calcul de déficit structurel et de je ne sais quoi encore. Encore une fois, il faudrait que l'Europe arrive à se concentrer sur les sujets qu'on ne peut pas résoudre au niveau national. Donc, on va en citer quelques-uns. Là, on a fait l'union bancaire. Mais tout ce qui est lutte contre l'évasion et la fraude fiscale ou l'optimisation fiscale agressive, comme dit l'OCDE, si l'Europe et si Jean-Claude Juncker ne se saisissent pas de ce sujet, non mais je sais qu'il n'est pas le mieux placé,
Tout ça, je l'entends. Oui, enfin, d'un côté, on peut inverser la charge de la preuve. Mais on va le dire quand même. On peut inverser la charge de la preuve en disant il connaît bien le système, donc il peut nous dire comment on dévisse les boulons. Enfin, là, c'est peut-être un peu utopiste. Je suis d'accord. Utopiste. Mais finalement, est-ce que c'est pas un symbole des ambiguïtés européennes et des socialistes français qui ont aussi voté pour remettre Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne? C'est-à-dire qu'il était pendant 18 ans Premier ministre du Luxembourg. On peut quand même, là pour le coup, je ne vous suis pas. On a dit pendant toute la campagne des élections européennes, si vous votez pour nous, un tel, donc il y avait la concurrence entre Jean-Claude Juncker et Martin Schulz, sera le président de la Commission. On n'a pas été élus à cette élection européenne, nous socialistes. Je le regrette, mais donc n'empêche que notre voix au chapitre a été un tout petit peu moindre que ce qu'elle aurait pu être si on avait été majoritaire et qu'on avait pu soutenir Martin Schulz. Donc je crois qu'il faut quand même être clair. On est allé devant les électeurs en disant si nous sommes élus, voilà le candidat que nous soutiendrons. Après le reste, on n'a pas gagné. Donc, est-ce que c'est tenable? On le savait déjà que M. Juncker était le Premier ministre d'un paradis fiscal. On le savait. Puis il y a un scandale qui vient le mettre devant le grand public. Franchement, c'est une position tenable alors qu'il y a de telles préventions vis-à-vis de l'Europe dans l'esprit du public? Moi, je pense que si Jean-Claude Juncker veut reprendre la main, il faut qu'il donne des gages tout de suite. Tout de suite. Et si, je crois qu'il était malin politiquement, il prendrait les 15 recommandations de l'OCDE qui ont été discutées il y a 10 jours au G20 et il les mettrait en œuvre tout de suite. Et il jouerait contre son camp. Il faut choisir dans la vie. Soit il veut que cette commission ne soit pas de la dernière chance et qu'elle réussisse, et dans ce cas, il montre que sur des sujets qu'on ne peut pas traiter tout seul à l'échelle nationale, il fait des choses, soit il ne le fait pas, et effectivement, ce sera la commission de la dernière chance. Mais ce sera sa responsabilité et ce sera son échec. Ce sera son échec, mais même s'il met en place, il pèse pour mettre en place des mesures, en gros, pour lutter contre l'optimisation fiscale très agressive des entreprises. Est-ce qu'il en a le pouvoir? Parce que c'est des sujets qui se décident à l'unanimité des pays membres de l'Union européenne. Bon, il y a Luxembourg dans ces pays, mais il y a aussi les Pays-Bas, qui sont un autre foyer de pratique bizarre. Je prends un exemple très concret. Au Royaume-Uni, donc sur les 15 recommandations de l'OCDE, il y en a déjà quelques-unes qui sont mises en œuvre au Royaume-Uni, dont une qui consiste à dire, vous payez 100 d'impôts, supposons que je sois un cabinet de conseil, je viens vous voir, je dis, ah ben non, vous n'allez pas payer 100, vous allez en payer que 50, parce que je vais vous dire comment faire, et je vais vous vendre un schéma qui va vous permettre de payer 50 au lieu d'avoir à en payer 100. Là-dessus, je vais me rémunérer. Qu'a fait le Royaume-Uni depuis 2004, ça fait 10 ans, disent, vous devez, si vous êtes un cabinet de conseil et que vous commercialisez ce genre de schéma, vous devez le déclarer à l'administration. La conséquence, ça a été quoi? Ça n'a pas été forcément plus d'amendes ou de rentrée dans les caisses du Trésor anglais. Ça a été le fait que les grandes institutions qui ne veulent pas avoir leur nom en une de Mediapart, par exemple, ou d'autres journaux, ont arrêté de les commercialiser. Et ce que constate le Trésor anglais, c'est que effectivement, ce sont des plus petites structures qui sont peut-être moins sensibles à leur réputation, qui continuent à les commercialiser. Donc c'est un effet préventif. Si tous les pays faisaient ça au sein de l'Union européenne, je pense qu'il y aurait déjà un grand pas. Et ça, Jean-Claude Juncker peut le faire. C'est vrai, on a essayé de le faire en France. Cette mesure-là était dans un paquet de lois passé contre la fraude fiscale. Elle sera représentée chaque fois. Qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. Oui, mais qui a été réécrit depuis, qui n'a pas été revoté, mais on continuera sur ce chemin-là. Avant de terminer, un tout autre sujet, l'UEFA. Oui, très bien, on peut parler effectivement, c'est un sujet qui agite en ce moment le débat parlementaire. Oui. On a appris début novembre que l'Euro 2016, que la structure qui organisera l'Euro 2016 de foot une association installée en Suisse, qui ne paye pas d'impôts en Suisse, qui s'appelle l'UEFA, ne payera pas d'impôts en France pour tous les revenus qu'elle tirera de l'organisation. Et de cotisations sociales. Voilà, ni impôts ni cotisations sociales, pas de taxes sur le travail, etc. Le gouvernement est pour cette exonération, au motif qu'elle avait été décidée en 2010 par le gouvernement précédent de droite, mais surtout, le gouvernement et François Hollande demandent que cette exonération fiscale soit appliquée pour d'autres événements sportifs internationaux, d'autres, je ne sais pas, le mondial de handball en 2017, une rencontre de golf en 2018. Je crois que vous n'êtes pas totalement favorable à cette mesure. Alors, c'est effectivement ce qui figure dans l'article 24 du projet de loi de finances rectificative. On ne l'a pas encore débattu, ça va arriver peut-être dans les heures qui viennent, ou en tout cas vendredi. Donc effectivement, moi je suis pour que la France a donné sa parole. Ce n'était pas nous qui l'avons donnée, mais la France a donné sa parole en 2010. Je suis pour que cette parole soit respectée. Parce qu'il y a la continuité de l'État.
On peut ne pas être d'accord avec nos prédécesseurs, pour autant il y a la continuité. Et quand la France parle à l'étranger, on respecte cette parole-là. Pour autant, vouloir l'étendre de manière, alors on ne sait pas, sur plusieurs années, à toutes les disciplines, sans qu'il puisse y avoir de contrôle parlementaire, effectivement, il y a un amendement de la Commission des finances qui a été voté quasiment à l'unanimité, qui dit, eh ben non, on va le faire pour l'Euro 2016, et après, on verra. On a chaque année une loi de finances. Chaque année, au moins une loi de finances rectificative. Donc ça veut dire qu'on se voit au moins 2 fois par an. Je pense que sur des intervalles de 6 mois, on peut redébattre de ces sujets si la nécessité s'en présentait. Donc vous ne l'écartez pas tout à fait, mais sur le principe, ça vous... Sur le principe, je suis contre l'échec en blanc. Voilà. Je suis contre l'échec. Ben, ça veut dire que de dire on va le faire pour toutes les disciplines et puis non limité dans le temps, sans savoir ce qu'on signe et ce que... encore une fois, hein, quand on est parlementaire, on est garant de l'argent public. Les gens payent leurs impôts. Si le chèque en blanc est présenté malgré tout, vous ne le signez pas. Mais moi, je suis rapporteur du budget. Oui. Donc, je défends les amendements de la Commission des finances. L'amendement de la Commission des finances est très clair. Il dit « OK pour l'Euro 2016 » parce que la parole de la France a été donnée. Il dit « pas OK pour la suite ». Voilà. Clairement, ça met le gouvernement dans l'embarras. Enfin, pour tout vous dire, on pose des questions. Par exemple, moi, on n'a pas de réponse sur quelle va être la position du gouvernement. C'est un sujet qui est un peu difficile pour eux. C'est un sujet difficile. Et encore une fois, c'est le Parlement qui vote les impôts et les dépenses. On est garant de l'argent public. Sur l'Euro 2016, les moindres rentrées fiscales sont évaluées entre 150 et 200 millions d'euros par an. Ce qui fait par exemple la moitié du fonds sur les rythmes scolaires. Voilà, c'est tout. Chacun peut faire les équations, elles sont posées sur la table. Merci Valérie Rabault. Toute petite question pour terminer, non parce qu'on parlait d'Emmanuel Macron, je parlais aussi de votre carrière dans la banque. Quand des critiques vives ont été adressées à Emmanuel Macron parce qu'il avait travaillé, entre guillemets, dans la banque, est-ce que vous êtes senti visé quelque part? Est-ce que vous avez pensé que c'était injuste, ce genre d'attaque? Mais je suis toujours frappée. On reproche aux députés et aux responsables politiques de ne pas avoir travaillé dans l'entreprise. La banque fait partie des entreprises. Et quand ils y ont été, on leur reproche leur passé. Bon, voilà, je trouve qu'il y a une petite contradiction. Moi, je ne renie, et bien au contraire, pas mon passé. J'ai passé de très bonnes années. Je n'ai pas fait que de la banque, mais j'ai été dans 2 banques, à la Société Générale et chez BNP Paribas. J'en ai évidemment démissionné lorsque j'ai été élue. Je crois que c'est quand même important d'avoir dans la représentation nationale ou même au gouvernement des personnes qui ont été dans l'entreprise. Voilà, on sait que l'entreprise a un objectif de son chiffre d'affaires, d'être capable de dégager de la rentabilité. C'est peut-être un langage qui peut choquer, mais enfin c'est quand même aussi comme ça que fonctionne le monde économique. Donc je pense que c'est important. J'avais entendu la proposition du MEDEF qui était de dire qu'il faut envoyer les députés 1 semaine ou 15 jours en stage. Non mais ça c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce truc. Quand vous êtes député, vous arrivez, bonjour, je suis député, je vais voir comment vous travaillez. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est quand vous vous retrouvez avec des difficultés économiques, que vous n'arrivez pas à boucler votre budget, que vous prenez une crise financière sur la figure et que là, on vous dit il faut agir. Ça, c'est la vraie vie. Mais aller passer 15 jours à regarder comment les autres travaillent, ça me paraît totalement inopportun. Si le MEDEF avait une proposition à faire, ce serait plutôt d'encourager les gens qui sont dans l'entreprise à s'investir en politique, parce que c'est difficile de faire les deux à la fois. Et puis quand vous y allez, vous n'avez pas de filet de sécurité. Hein. Voilà, vous sautez, c'est pas de la chute libre, mais il ne faut pas exagérer. Mais donc, si le MEDEF avait une proposition à faire, ce serait plutôt d'encourager ces entreprises adhérentes à faire en sorte que des personnes salariées chez elles s'engagent en politique, à droite comme à gauche. Évidemment, c'est qu'on n'a qu'un parti pris. Moi, j'ai eu un passage, tout le monde connaissait dans mon ancienne entreprise mon engagement à gauche, et vous voyez, pas été... Merci Valérie Rabault, donc, sur cette proposition que le MEDEF encourage ses salariés à entrer en politique. Merci à Dan Israël à mes côtés, donc, d'avoir présenté avec moi ce 33e numéro d'Objection, et merci à toute l'équipe de 5e étage production qui a assuré la réalisation.